Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une analyse de diète, mais d'un épisode tout particulier et je sais que vous aimez ça. C'est l'analyse de propos d'un expert, aujourd'hui d'une experte. On y va, let's go! Aujourd'hui, on va parler de Renata Barcelos qui comptabilise presque 250 000 abonnés sur YouTube. Je ne la connais absolument pas. Vous avez été très nombreux à me demander d'analyser une de ses vidéos. On va prendre la toute dernière qui s'appelle « Quoi manger pour perdre du poids ». C'est un sujet intéressant. Visiblement, c'est une experte de la perte de poids qui dit explorer la science. On va voir ça ensemble et je vais vous donner mon avis. Comme d'habitude, petit disclaimer, je ne la connais absolument pas. Je n'ai jamais vu aucune de ces vidéos. Je vais la découvrir ici pour la toute première fois en direct. Donc, c'est aucunement une critique personnelle. Le but, c'est juste d'écouter, d'analyser, que je donne mon avis, que je vous donne des conseils, qu'on voit ça ensemble. Donc, on n'attaque pas la personne en elle-même. On juge juste les propos. S'il vous plaît, restez toujours respectueux et constructifs dans les commentaires. Playum vidéo maximum. Il y a une chose importante à noter. On parle souvent de ce qu'il ne faut pas manger pour rester en bonne santé ou perdre du poids, mais on parle moins de ce qu'il faut manger, y compris moi. Et cela peut créer un sentiment de frustration et de privation, n'est-ce pas? Et moi, je ne veux certainement pas ça. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples d'aliments de l'univers de l'alimentation forte. Donc là, on voit qu'elle va nous donner des exemples d'aliments de l'univers de l'alimentation forte. Donc, introduction d'un nouveau concept que je ne connais pas. Découvrons ça ensemble. Partons à l'aventure. Je peux me décoiffer. Qui vous aideront non seulement à perdre du poids et à être en bonne forme, mais aussi pour améliorer votre santé, votre bonne forme et votre vitalité. Si ce sujet vous intéresse, laissez-moi un pouce en l'air et commençons tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, soyez le bienvenu. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis chercheuse en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Donc là, très intéressant, puisqu'on sait maintenant qui c'est. Elle est chercheuse en sciences de la nutrition sur spécifique perte de poids. Et elle dit qu'elle est la créatrice d'une méthode d'accélérateur de perte de poids, de relance métabolique. Et je crois qu'elle a dit que c'était la seule. Vous réécouterez, vous me direz dans les commentaires si elle a bien dit ça, que c'était la seule créatrice d'une méthode comme ça. Bref, peu importe. Au moins, on sait qui elle est et on va pouvoir être un peu plus dur dans les propos et dans l'analyse, puisque c'est une vraie experte. En tout cas, lorsque l'on entend ces titres, on pourrait la placer en tant que telle, donc on va pouvoir être beaucoup plus concis que quelqu'un qui serait influenceur et qui donnerait des conseils de diète. Bon là, désolé, mais sérieux là, aujourd'hui c'est sérieux. On passe aux choses sérieuses. Pour la petite anecdote, c'est les lunettes de Kingsman. Oh là là, mais on voit rien là-dedans. Oh punaise, mais oh, toi sans lunettes, t'es dans un trou noir. Allez, on y va, arrêtons les bêtises. Chaque semaine, je partage ici mes meilleures connaissances pour vous aider à atteindre et à maintenir votre meilleure forme de la manière la plus saine possible, basée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, sans bêtises. Il y a quelques temps sur cette chaîne, j'ai parlé des 5 obstacles à la perte de poids qui peuvent compliquer la vie de ceux qui essayent de maigrir. Et cela a provoqué des réactions, car j'ai mentionné plusieurs aliments courants qui peuvent poser des problèmes à certaines personnes, malgré le fait qu'ils soient très communément conseillés comme en étant les plus sains. Et à chaque fois que j'ai fait ce genre de vidéo, je vois des commentaires comme celui de Maria. Finalement, on ne va rien manger. Ou Lucas. Il faut plus rien manger. Ou encore Daniel. Oh là là, il ne nous reste rien à manger. Mais non, arrêtons d'être aussi dramatiques. En réalité, il y a beaucoup plus d'aliments que vous pouvez manger. Bon là c'est intéressant puisqu'elle introduit le concept qu'il y a des aliments en perte de poids qu'on ne peut pas manger ou du moins qu'elle ne conseille pas. Elle dit qu'elle en a parlé lors de précédentes vidéos, notamment d'aliments qu'on pense couramment sains et qui ne le sont pas pour la perte de poids. Elle n'a pas dit lesquels, on verra après. Et que suite à ça, elle a eu dans ses vidéos des réactions comme quoi on va rien manger, on peut plus rien manger. C'est vrai que souvent les gens associent le fait d'avoir une alimentation saine, une alimentation pour ses objectifs, au fait de ne
plus profiter de la vie? Déjà, il faut bien comprendre qu'on n'a pas tous la même notion de ce qu'est profiter de la vie et que ça, il ne faut pas apporter de jugement vis-à-vis de ça et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous pouvez penser par exemple que quelqu'un qui prépare une compétition de bodybuilding, qui mange que du riz, du brocoli et du poulet tous les jours, etc., ne profite pas de la vie, mais en soi, personne ne le force à faire ça. Donc si c'est sa passion et c'est son choix de le faire et qu'il est en accord, en cohérence avec ça, eh bien il profite sûrement de la vie et il est très heureux. Tout comme quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne fait pas de régime, qui boit de l'alcool de temps en temps, qui sort, qui ne pèse pas ses aliments, etc., etc., qui n'a aucun objectif physique, eh bien peut lui profiter de la vie à sa manière. Et en fait, il n'y a pas une ou l'autre manière qui est la bonne, ça dépend de vous. Du moment où la santé est bien, où vous êtes bien, vous vous sentez bien physiquement et mentalement, parce que c'est aussi à pas négliger. On peut être en bonne santé, mais se regarder devant le miroir et se dire « Oh mon Dieu, je suis dégueulasse, je suis horrible, se sentir comme ça, ce n'est pas normal. » Là, on n'est pas en cohérence entre ses actes et ses propos. Donc voilà, du moment où tout ça est aligné, chacun décide de faire comme il l'entend. C'est mon avis en tout cas. Donc, venez maintenant avec moi car je vais vous montrer une grande variété d'aliments sains, de l'alimentation forte qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de bonne forme physique. Et je vais également vous donner de nombreux exemples tout au long de cette vidéo. Alors, allons-y. Avant de commencer, voici 3 points importants. 1. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour être en bonne santé, mais vous devez être en bonne santé pour pouvoir perdre du poids. Donc là, intéressant, vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour être en bonne santé. C'est vrai. Alors, tout dépend, bien entendu, de sa composition corporelle. Vous devez être en bonne santé pour perdre du poids. C'est vrai, toujours dans une certaine mesure et on pourrait le nuancer de multiples manières. Mais c'est très bien d'avoir cette mentalité et de la prôner en tant qu'expert quand on a un large public. Donc jusque-là, je trouve ça génial. Donc, les aliments qui améliorent votre santé vous aideront aussi à perdre du poids. Car la perte de poids est un effet secondaire positif d'une meilleure santé. Alors là, à nuancer, parce que vous pouvez être en bonne santé, manger un surplus calorique et ne pas perdre du poids. Donc même si la santé est parfaite, entre guillemets, toujours à nuancer, eh bien effectivement ce sera plus facile de perdre du poids parce que techniquement on a une physiologie qui fonctionne bien, mais encore faut-il être en déficit calorique pour perdre du poids. Je vous renvoie toujours à cette vidéo Manger plus pour perdre plus de poids que j'ai faite il y a peut-être 1 mois, 2 mois maintenant. La miniature sera juste ici pour que vous puissiez vous repérer sur la chaîne qui explique bien cette balance calorique entre déficit et surplus et c'est toujours la règle que d'être en déficit calorique, c'est-à-dire de manger moins que ce que l'on dépense ou inversement pour pouvoir perdre du poids. 2. Le titre de cette vidéo est « Quoi manger pour perdre du poids ?» Non pas « Combien manger pour perdre du poids ?» Car comme je dis très souvent, et si vous me suivez déjà, vous le savez, est que la qualité de ce que vous mangez est beaucoup plus importante que la quantité. Alors, deuxième notion qu'elle introduit, la qualité de ce que vous mangez est beaucoup plus importante que la quantité. Je dirais, ça dépend. Je ne suis pas d'accord sur l'aspect perte de poids justement, puisque les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Parce que si vous mangez par exemple beaucoup de fruits et légumes, mais que vous en mangez très peu, le bénéfice sur la santé sera faible. Donc, en vérité, la qualité et la quantité doivent être mis sur un pied d'égalité pour moi. Les deux sont très importants. Idem sur les aliments qui seraient moins sains. Par exemple, typiquement, on va prendre l'alcool, qui est le meilleur exemple de ce qui va vraiment détériorer la santé. Ça va être la quantité qui va faire le poison, entre guillemets. Je ne dis pas que l'alcool est un poison, vous avez bien compris la formulation, mais c'est plus le fait de boire beaucoup, souvent, régulièrement, qui va causer des problèmes de santé que de boire, par exemple, un verre de vin par mois. Vous voyez? Donc, c'est vraiment à nuancer et là, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Et la qualité de ce que vous mangez régulera en grande partie la quantité que vous mangez. C'est une manière intelligente de perdre du poids. 3. Je vais vous montrer une variété d'aliments sains qui favorisent la perte de poids et la santé. Intéressant, troisième concept, je vais vous montrer une variété d'aliments sains qui favorisent la perte de poids et la santé. Là, comprenez bien, parce que vous avez les aficionados, les experts, les spécialistes de la diète flexible qui vont vous dire ce qui compte c'est le total calorique, tous les aliments sont bons, etc., etc. Là où je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, c'est que il y a des aliments qui ont un pouvoir rassasiant plus fort, l'indice de satiété, vous le savez, on en a parlé. C'est le fait que, par exemple, dans 200 grammes de haricots verts, vous avez 10 fois, 20 fois moins de calories
que dans un Oreo. Et pourtant, les 200 grammes d'haricots verts vont bien plus vous tenir au ventre que l'Oreo. En plus de la différence de réaction physiologique que ça va procurer, l'Oreo mélange sucre gras sel, ce fameux Bliss Point, ça va vous donner envie d'en consommer plus, alors que les haricots verts, pas forcément. Donc, il y a vraiment cette notion-là à avoir, et c'est sur ce point-là qu'elle a raison. En fait, c'est pas l'aliment lui-même qui va aller brûler les graisses. Aucun aliment ne fait ça. Un aliment ne va pas brûler les graisses. Mais en revanche, c'est l'impact qu'il va avoir sur le psychologique, sur le physiologique, qui va encourager ça. Et en fait, la multitude de choix que vous allez faire dans la journée, en fonction des aliments que vous allez choisir, ça va construire ce puzzle et faire que vous allez plus dans un sens que dans un autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre du poids, par exemple, efficacement, avoir une bonne composition corporelle en mangeant de la junk food sur le long terme, parce que on va avoir une multitude de réactions physiologiques et psychologiques qui vont pas aller dans le bon sens. En tout cas, vous pourrez perdre du poids, bien sûr, mais bien moins efficacement et sainement qu'avec des meilleurs choix. Parce qu'on peut toujours perdre du poids en étant alcoolique et en mangeant que de la junk food, parce que le poids, c'est qu'une question de déficit calorique, effectivement. Cependant, comment manger, quand manger et les ajustements nécessaires pour chaque objectif spécifique seront abordés dans d'autres vidéos, ok? Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas est que les aliments naturellement délicieux sont souvent les meilleurs pour nous. Alors ça, les aliments naturellement délicieux sont les meilleurs pour vous. Je vois déjà vos réactions. Effectivement, ça dépend des goûts de chacun. On peut absolument pas affirmer ça. Certains vont trouver le melon et les fraises délicieux et d'autres ne jureront que par les frites, les fraises Tagada et les Big Mac ou d'autres choses. Et ça, c'est propre à chacun, à nos goûts. Je pense juste que c'est une question aussi d'éducation. Alors pas que dans l'enfance, mais après plus tard, de ce à quoi on a été habitué en termes de goût, que le palais, ça se développe. Plus on va cuisiner, plus on va s'habituer à manger ce genre d'aliments, plus on va aimer. Et quand on est habitué à manger que des plats préparés, que des sucreries, que de la junk food, forcément le reste nous paraît fade. Donc il faut aussi faire cet effort-là de régularité et de changement d'habitude. Et c'est ce que la plupart d'entre vous ont du mal, c'est à sortir de leur quotidien, à sortir de leur zone de confort et se forcer au début à introduire de nouvelles habitudes, de nouveaux aliments. Et c'est à partir du moment où on fait cet effort-là et où on le prolonge, l'autodiscipline, qu'on va avoir des résultats. Et beaucoup d'entre vous ont du mal avec ça et malheureusement échouent, par exemple quand ils font un programme, quand ils font un coaching, parce qu'ils pensent qu'ils vont payer et miraculum leviosa, ils vont se transformer, mais ça fonctionne pas du tout comme ça. Chez Morgan, il me regarde en disant, c'est un fan d'Harry Potter, il dit, le gars dit que des formules de merde, mais c'est de la sorcellerie gitane, bande de débilos. Si vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, transformer votre physique, être en meilleure santé et être vraiment accompagné de manière personnalisée à 100% par mois, parce que parfois certains ont peur d'aller sur mon site, de parler à un bot ou autre, alors que vous allez vraiment être en suivi avec moi directement sur mon WhatsApp. On va échanger 7 jours sur 7 et tout ce que je ferai sera personnalisé. Si vous voulez donc qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.antowest.com et choisir la formule qui vous convient le mieux. On a fait une refonte de tout le site pour répondre à vos différentes interrogations et que vous puissiez choisir la formule qui vous convient le mieux pour que vous réussissiez à vous transformer. Le premier groupe se compose des aliments naturels, les vrais aliments. Et le second groupe comprend les produits industriels, les substances comestibles, qui sont les aliments transformés. D'un côté, nous avons des vrais aliments qui regroupent tous les aliments naturels non transformés, composés d'un seul ingrédient, qui poussent dans la terre, sous la terre, vivent dans les champs, dans les mers, les légumes, la viande, les poissons, etc. Les frites, ça pousse où? T'as déjà vu un fritier ou pas? En Amérique du Sud, un fritier? Ah ouais. Et les tagadas, j'ai jamais vu. Parce qu'il y a les fraises là, bizarres là, dans les supermarchés, mais les tagadas, ça pousse où? Ah, au Haribo, ouais. Ces aliments proviennent directement de la nature. Par exemple, un fruit, un poisson, une pomme de terre ou un steak sont des aliments à un ingrédient. Ça pousse où les steaks? Ces aliments simples sont souvent sous-estimés pour leur capacité à transformer notre santé. Cependant, certains aliments naturels peuvent être légèrement transformés tout en restant sains. En revanche, les substances comestibles sont des cochonneries transformées et ultra transformées, comme les plats préparés, les farines raffinées et les autres produits industriels. Alors là, donc premièrement, là elle vient de nous dire que tous les aliments uniques avec un seul ingrédient sont sains. Donc tout ce qui pousse sous la terre, sur les arbres, qui sont dans la mer, qui sont dans les champs, etc. Vous avez compris, sont sains. Et ensuite que le reste, les aliments transformés, c'est forcément des cochonneries et pas bon. Donc on va la laisser développer et après on reviendra là-dessus.
Ces produits contiennent souvent de nombreux ingrédients, dont certains sont difficiles à identifier. J'ai justement une vidéo au sujet des additifs si cela vous intéresse. Tous les produits industriels ne sont pas mauvais, mais beaucoup le sont, malheureusement. Donc là, elle a nuancé, elle a dit tous les produits industriels ne sont pas forcément malsains, mais beaucoup le sont. Dans l'ensemble, elle a raison. Et ce que nous devons considérer, et sérieusement, est que nous nous éloignons de plus en plus des aliments naturels et nous consommons davantage des produits industriels. Et nous sommes en train de payer un prix très élevé, car cela contribue à l'augmentation de l'obésité et des maladies métaboliques. Et l'un de mes principaux objectifs ici est d'inverser cette trajectoire et de vous encourager de reconnecter les personnes qui me suivent à une alimentation plus naturelle et à voir à quel point s'alimenter ainsi peut être sensationnel. Et voici donc un conseil qui vaut de l'or. Essayez de composer 90% de vos repas avec des vrais aliments et surprenez-vous avec les résultats incroyables que vous allez avoir. Alors, on ne peut pas lui reprocher pour l'instant d'avoir un discours constructif, positif, de l'enthousiasme, c'est agréable, et d'avoir une démarche qui est très bonne. Voilà. Donc, pour l'instant, je trouve ça très bien. On va continuer. Cependant, il faut savoir aussi que ce n'est pas tout ce qui est transformé qui est mauvais. Et au contraire, tout ce qui est naturel n'est pas automatiquement sain non plus. Certains aliments naturels peuvent être nocifs. Le poison des serpents, par exemple, est naturel, n'est-ce pas? Blague à part, sachez donc que certains aliments naturels peuvent ne pas être bons pour tout le monde. Donc il est important de choisir les bons aliments, de les comprendre et de savoir alors lesquels sont ceux que nous devons prioriser et lesquels nous pouvons avoir plus de bénéfices en les évitant. Voyons maintenant quels aliments constituent une alimentation forte. Cette alimentation que je suis depuis des années et qui a littéralement révolutionné ma vie. Et de celles et de ceux qui la suivent également dans mon programme de perte de poids. Et tous ces aliments sont, à mon avis, la base diététique la plus puissante pour la santé, la perte de poids, pour plus de bien-être et une meilleure vitalité. Ok, donc là on attaque avec la liste des aliments qu'elle va nous conseiller pour perdre du poids. On y va, action. Commençons donc avec les protéines. Les viandes des ruminants comme le bœuf, la chèvre, le mouton, l'agneau, le buffle et le gibier. La viande de porc, des préférences plus maigres, surtout si le porc a été nourri seulement au maïs et au soja. Les volailles comme les poulets, la dinde, le canard et les autres volailles. Des préférences élevées de manière naturelle et non pas nourries seulement avec des céréales. Et pourquoi? Eh bien, parce que les animaux monogastriques, comme le porc et les volailles, ne peuvent pas changer la qualité de leur graisse selon leur alimentation, comme le font les aliments polygastriques, comme les vaches par exemple. C'est-à-dire que même si les vaches sont nourries exclusivement avec des céréales, leur profil lipidique sera beaucoup supérieur que celui des aliments monogastriques. Donc là, elle fait une recommandation sur les viandes en général, où elle recommande pratiquement toutes les viandes au final, en donnant quelques conseils sur la qualité. Là, on enlève toute considération, j'allais dire, idéologique. C'est-à-dire, bien sûr, si vous êtes vegan, cette partie de la vidéo, elle n'est pas pour vous. Il n'y a pas de débat à avoir. On n'en est pas là sur les qualités d'élevage, etc. Bien sûr qu'ici, on n'est pas pour la maltraitance des animaux, pour la surproduction, etc. Mais c'est les élevages intenses, mais ça, c'est une autre question. Si vous le pouvez, voilà. Si vous avez les moyens, si vous le pouvez, consommez intelligemment, consommez sain. Bien sûr que la viande la plus qualitative, ce sera une production locale dont vous pouvez maîtriser les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire dans quelles conditions est fait l'élevage, qu'est-ce que consomment les animaux, voilà, comment ils sont élevés. Ça va effectivement changer la qualité de cette alimentation et puis ça jouera certainement sur l'impact écologique, etc. Mais ça, honnêtement, j'ai aucune notion là-dedans, je suis nul. Nicolas Hulot sort de ce corps. Il fait chaud là, non? J'ai la flemme d'aller chercher la télécommande. Oh, un peu de magie. Télécommando, ma parum. Okay. Les poissons, de préférence ceux à faible teneur en graisses polyinsaturées et à faible contamination en métaux lourds. Et voici quelques bons exemples. Le bar, la morue, la dorade, le merlu, le lieu noir, la julienne, etc. Les fruits de mer, bien entendu, comme les crevettes, les moules, les poulpes, le calmar, les huîtres, etc. Donc là, elle a fait quelques recommandations au niveau maintenant poissons et crustacés, où elle a recommandé essentiellement des poissons maigres, des poissons blancs, et elle a recommandé des crustacés. Alors elle a recommandé crevettes, calamars, moules, poulpes, bref, toute une liste. Donc effectivement, là,
ça peut être très intéressant dans votre alimentation. Attention aux considérations en termes de métaux lourds, même si voilà, consommation de vitamine C, etc. On peut largement équilibrer ça et que ça dépend de quel type de poisson. Je rajouterais juste que les poissons gras sont très intéressants dans le cadre de l'alimentation, mais là aussi, il y a une considération en termes d'élevage, en termes de qualité, d'élevage intensif ou non, de comment ils sont nourris. Par exemple, le saumon, ça va changer énormément de choses en fonction de ce que vous achetez ou non. Donc pareil, si vous avez les moyens, sinon il peut y avoir d'autres choix plus intéressants. Et passons maintenant aux glucides. Au fil des années de recherche, d'expériences personnelles et avec d'autres personnes, mon expertise en nutrition a bien évidemment évolué. J'ai continué d'apprendre et d'améliorer mes stratégies. Et une des choses que j'ai découvertes, c'est que les bons glucides stratégiquement intégrés peuvent être très utiles pour la perte des poids. Simplement dit, vous pouvez obtenir des meilleurs résultats en incluant des bons glucides dans votre alimentation. Donc là, c'est intéressant parce que contrairement à d'autres experts qui auraient son niveau d'études et qui seraient sur le même plan professionnel qu'elle, elle vient de dire que selon l'évolution qu'elle a eue professionnellement parlant en termes de connaissances, elle recommandait plutôt les glucides. Elle parle de bons glucides, on va voir ce qu'elle appelle bons glucides. En tout cas, c'est plutôt encourageant et positif d'avoir ce discours plutôt que d'autres spécialistes qu'on a analysés récemment pour qui clairement les glucides seraient le diable et qui conseilleraient par exemple pour perdre du poids de ne manger que du blanc d'œuf et boire du bouillon, hein, vous voyez de qui je parle, ou alors qui nous parlait des croissants, des pains au chocolat, etc. Bref, là on est à un niveau un petit peu au-dessus et c'est cool. Et voici donc quelques exemples de bons glucides de l'alimentation forte. Les fruits, tout type de fruits faciles à digérer et qui vous conviennent bien, comme l'ananas, les fraises, les melons, l'orange, la mandarine, la mangue, la banane, les myrtilles, les fruits de la passion, etc. Génial, elle a choisi les fruits en premier. Pour moi, le fruit est le meilleur aliment qui soit, vous le savez, je le dis tout le temps. Dédicace à David Michigan, comme d'hab. Vraiment, c'est super qu'elle recommande ça en premier, top. On est aligné. Renata, check. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux et tout logiquement, évitez ceux qui vous font vous sentir moins bien. Tubercules et racines bien cuits, comme la pomme de terre, la patate douce, le manioc, l'igname, etc. Ensuite, elle a recommandé tubercules et racines. Très bien, effectivement, on le place au-dessus des céréales. Pourquoi? Parce que dans tous ces tubercules et racines qui poussent sous terre, moins de notions d'antinutriments, plus de vitamines et minéraux que dans les céréales. Donc, c'est tout bénéfique. Et en plus, souvent, on pourrait le rapporter un petit peu aux légumes. En termes de pouvoir rassasiation et de densité calorique, c'est bien plus intéressant. Comme je vous le dis souvent, consommer des pommes de terre et des patates douces, eh bien, vous pouvez en manger 4 fois plus que du riz ou des pâtes à calories équivalentes. C'est-à-dire que 400 grammes de pommes de terre ont le même nombre de calories et de glucides que 100 grammes, voire même 110 grammes de riz, par exemple, à poids cru équivalent. Donc, c'est bien plus intéressant. Et quand on est au régime et quand on a faim, manger du riz midi et soir, par exemple, c'est pas intelligent. Ça peut vous faire plaisir, certes, mais ça cale moins que des tubercules et des racines comme ça. Alors, racines, ça veut pas dire qu'on consomme la racine. Hein. Vous avez compris, c'est les familles d'aliments. Et les légumes. Et simplifions la chose en parlant des légumes faibles en antinutriments et faciles à digérer, comme la courge, la courgette, la chayote, la carotte, la tomate, le poivron, les champignons, etc. Ensuite, les légumes, bon, je ne les aurais pas mis dans glucides, mais c'est vrai que forcément, on compte aussi les calories, etc. Bon, les légumes, ça, vous le savez, c'est un must. Il faut toujours consommer des légumes. Il n'y a aucune excuse à ne pas en consommer, comme les fruits, dans une alimentation, dans une journée. Ça, c'est une question de santé, tout simplement. Aucun complément alimentaire ne pourra jamais compenser ça. Donc, attention, une diète sans légumes et sans fruits n'en est pas une. Et ensuite, il y a des graisses naturelles et ancestrales, comme par exemple le beurre clarifié qui est le ghee, l'huile d'olive de bonne qualité, l'huile de coco, le beurre de cacao, l'huile de palme, la graisse de bœuf, le sang doux de porc. Et encore une fois, des porcs élevés en plein air et non nourris au soja et au maïs exclusivement. Bon, là, on arrive à un moment assez gênant finalement.
puisqu'on est face à une chercheuse qui est censée être à la pointe des recherches et qui nous recommande, pour perdre du poids et être en bonne santé, très important, puisque c'est le but principal, elle l'a dit, de consommer des graisses ancestrales, comme le saindoux, comme le beurre, comme le ghee et comme la graisse de bœuf, en nous disant que ce sont donc des sources de lipides à privilégier, et comme l'huile de palme. Là, c'est un peu chaud. Pourquoi? Parce que le profil lipidique n'est pas bon. C'est un conseil qui n'est pas bon du tout et que je ne vous recommande absolument pas. Comprenons-nous bien, vous pouvez aimer le goût du beurre, vous pouvez aimer ce genre d'aliments, cuisiner des ragoûts avec du saindoux, etc. Mais ça doit rester occasionnel et en aucun cas ne composer votre alimentation. Ça n'a rien de sain. Scientifiquement parlant, ces graisses présentent des profils lipidiques qui vont naturellement dégrader votre profil en cholestérol, augmenter plutôt le LDL, qu'on appellerait vulgairement le mauvais cholestérol. On l'a déjà dit dans plusieurs vidéos. Je vous ai cité l'excellent travail de mon ami et collègue Clem Le Diète, qui a fait plusieurs articles là-dessus, notamment sur le beurre et sur le ghee. Ce n'est pas parce que ça a été fait dans différentes conditions, que l'élevage des vaches est différent, la nourriture du porc ou autre, que ça va changer pour le coup. Le profil lipidique ne sera pas bon, l'impact sur la santé ne sera pas bon. Le ghee, commercialement parlant, bah ça vous plaît, c'est sexy, vous payez ça super cher, mais ce n'est pas sain. Donc je ne vous recommande absolument pas de consommer ces aliments-là. L'huile d'olive, l'huile de coco, ok, on en a déjà parlé. Bien que l'huile de coco, ça ne doit pas représenter la majeure partie de vos aliments, du moins de vos sources de lipides, parce que je le rappelle, tout ce qui est graisse saturée, ça doit représenter maximum 10 voire 15% de vos apports en lipides. Le reste doivent plutôt être des lipides mono et polyinsaturés. Donc effectivement l'huile d'olive, l'avocat, les oléagineux, etc., etc. Mais le beurre, le ghee, la graisse de bœuf, le saindoux, c'est non. Donc là, Renata, carton rouge. Comme je vous disais tout à l'heure, si un porc est nourri au maïs et au soja exclusivement, le profil lipidique de son saindoux ressemblera davantage à celui de l'huile de colza, plutôt qu'à celui d'un porc qui a été élevé en plein air en mangeant d'autres choses. Évitez également de consommer en grande quantité ou fréquemment des oléagineux, des feuilles et salades en excès. Là, je vais plus passer à l'âge, je vais appeler Morgane là. Il faut un autre stade de violence là. Bon là, éloignez-vous de l'écran parce que je vais faire apparaître un très gros truc. Donc ça va me demander beaucoup d'énergie, ça risque de projeter une onde de choc. Préparez-vous. Là, tu fais un saut. Oh, attends. Gorillum, hippopotamum, rhinocérum, maparum. Je refais la formule ou pas? Ouais, refais-la. Ok. Là, t'as bien ma formule? J'ai envie d'éclater. C'est comme tout, hein. Allez, c'est le but, c'est bon? Action. Gorillum, rhinocérum, hippopotamum, maparum. Calme-toi, calme-toi. Ça va tout casser. La violence, parfois, ça résout les choses. C'est vrai. On vous a appris que ça résout rien. Parfois, ça résout les choses. Sérieusement, bon, pas trop de salade, pas trop d'oléagineux. Ça dépend ce qu'on appelle trop. Mais bon, honnêtement, là, on rentre un peu dans... C'est de l'excès. Voilà. C'est un petit peu de l'excès. Effectivement, il y a des antinutriments, mais c'est vraiment l'excès d'antinutriments qui va être nocif. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Surtout la salade, c'est un peu extravagant comme genre de conseil. C'est le problème quand on prend une étude et on reste focalisé sur son plan de scientifique et qu'on n'élargit pas au commun et dans la pratique. Donc là, c'est un mauvais conseil, surtout quand juste avant, on a recommandé le beurre, le saindoux, etc. Il vaut mieux pour le coup un excès d'antinutriments qu'un excès de graisse saturée, surtout avec cette qualité-là qui vont impacter le cholestérol pour le coup. Donc consommer des amandes, consommer des noix de cajou, des noisettes, des noix de macadamia. Bien sûr, pas 500 grammes par jour. De toute façon, votre total calorique il exploserait. Donc étant donné le profil calorique, le volume calorique pour le peu de densité, voilà, vous n'allez pas en consommer 200 grammes par jour, donc vous n'allez pas consommer énormément d'antinutriments. En plus, il y a plein de techniques pour enlever les antinutriments. J'en ai déjà parlé aussi, donc bien sûr, c'est encore mieux si vous pouvez les pré-tremper, etc. Pour la salade et les légumes où vous pouvez enlever la peau, vous enlevez la peau et c'est tout. Basta. Après, consommer tous les légumes, vous cassez pas la tête et vous pouvez consommer de la salade. Là, c'est trop. Certains légumes sont riches en antinutriments ou potentiellement goitrogènes, qui sont mauvais pour la thyroïde, et la plupart des légumineuses, car elles contiennent des composés chimiques qui perturbent notre corps. Alors, pour le côté goitrogène, donc effectivement, tout ce qui est crucifère, chou, a tendance à pouvoir impacter négativement la thyroïde, mais seulement si la cuisson n'est pas bonne. Donc par exemple, ne consommez pas du chou-fleur cru, du brocoli cru. Faites-les toujours bien cuire et c'est tout, ça suffira. Là encore, on est dans l'excès parce que je pense
qu'elle a lu rapidement en travers une étude. Conclusion, les choux, les crucifères sont goitrogènes et bim, on fait une généralité. Non, faites-les bien cuire et c'est bon, il n'y a pas de souci. Encore une fois, de toute façon, je ne vous recommande pas de consommer toujours les mêmes légumes, les mêmes fruits et varier autant que possible votre alimentation. Mais il n'y a aucun problème à consommer tous les fruits et légumes. Là, on rentre un peu dans le ridicule, c'est un peu fort comme terme, mais l'absurde, voilà, c'est le bon terme, sans vouloir être méchant et offensant, Renata. Tous ces aliments, et ici je n'ai montré que quelques-uns, constituent une base extrêmement puissante pour atteindre vos objectifs de santé et de bonne forme physique. Il suffit simplement d'ajuster et d'optimiser votre stratégie pour atteindre vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de perte de poids, des gains de masse, des maintiens du poids ou des récupérations de la santé. L'essentiel est de bien choisir les aliments qui sera justement la base. Le reste consiste à affiner les ajustements pour atteindre vos objectifs de manière plus précise et efficace, en utilisant ces aliments intelligemment. Avec ces aliments, nous pouvons préparer les plats les plus délicieux de la planète, comme des rôtis, des barbecues, des ragoûts, des plats traditionnels et même des desserts. On dirait que le système, ou quelque chose d'autre, essaye de nous apprendre à ignorer nos instincts naturels et à nous concentrer sur les offres de l'industrie. Donc là, après cette liste d'aliments, elle nous explique de manière générale qu'avec tous ces aliments, on peut cuisiner énormément. C'est vrai que voilà, quand vous prenez des aliments ingrédients uniques, vous pouvez faire énormément de recettes, ça vous le savez. Et que cuisiner, c'est le premier pas vers une alimentation plus saine en évitant les produits industriels. Parce que lorsque vous cuisinez, vous pouvez plus facilement remplacer vos mauvaises habitudes par des bonnes. Par exemple, si vous adorez la junk food, McDonald's, Quick, Burger King, etc., vous pouvez très bien faire des hamburgers et des frites à la maison. Si vous adorez commander des pizzas, vous pouvez très bien faire des pizzas à la maison. La différence, c'est quoi? C'est que là, vous pouvez sélectionner vous-même de A à Z les aliments que vous consommez. Alors, c'est moins cher. Oui, par contre, c'est plus pénible à faire, effectivement, mais il faut savoir ce qu'on veut, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le huc de la crémière. Oui, ces vidéos ne sont pas pour les enfants. Ils nous disent d'oublier notre instinct naturel d'être attiré par l'odeur d'un barbecue, en nous disant que cela est mauvais pour la santé. Et de manger plutôt des protéines de soja ou des galettes de légumes, en prétendant que c'est le meilleur pour nous. Ils nous demandent de renier des millions d'années d'évolution gravées dans notre ADN, ces instincts naturels que la nature a développés au fil des millénaires. Oubliez cette attirance naturelle pour le barbecue et concentrez-vous sur les créations de l'industrie, comme les burgers végétaliens, des protéines de soja, etc. Je suis pas sûr que le barbecue, ça soit millénaire, Renata. Je crois qu'à l'époque du paléolithique, c'est que tu cuisais direct sur le bois. C'était pas les mêmes grillades, mais barbecue, je suis pas sûr que... Voilà. D'ailleurs, nous, on sait pas allumer un barbecue. Gabriel, tu passes par là. On a besoin de toi à chaque fois de faire un barbecue. Ils affirment que les œufs avec du beurre ou la viande que les générations ont consommé sont mauvais pour la santé et que nous devrions plutôt manger des céréales ultra transformées et enrichies en composants synthétiques au petit déjeuner comme les céréales, car c'est ça qui est bon pour vous. Et tout le monde le sait déjà, que si nous comparons la santé de la population actuelle avec celle d'autrefois, il est difficile de justifier que nous soyons sur la bonne voie, n'est-ce pas? Alors là, attention, 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 parce que souvent, on entend ça. C'est-à-dire que souvent, on entend « nos ancêtres étaient en meilleure santé ». Oh, ça dépend. Il faut bien noter quelque chose. L'espérance de vie, elle a grandement augmenté ces dernières années. Donc, c'est trop facile de faire ce genre de conclusion. Pourtant, vous le savez, bien sûr que je suis d'accord avec elle dans le discours. Bien sûr que je suis d'accord qu'il vaut mieux manger des aliments sains. Bien sûr que je suis d'accord que l'industrie agroalimentaire fait tout pour qu'on aille vers des aliments toujours plus addictifs parce qu'on va en acheter plus, on va leur faire gagner plus d'argent. Donc voilà, je suis d'accord. En plus, j'ai des enfants, donc je suis aussi sensible à ce sujet-là. Mais il faut faire attention à ce genre de conclusion parce que à l'époque, il y a 100-200 ans, on pouvait mourir d'une grippe. On peut toujours mourir d'une grippe, mais vous m'avez compris. Voilà, on pouvait mourir de plein de maladies qui aujourd'hui nous semblent toutes bêtes. Idem, si on avait une plaie qui s'infectait, on pouvait très rapidement mourir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La science a énormément évolué, la médecine, etc. etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et c'est très difficile d'isoler un seul élément qu'est l'alimentation pour prétendre ça. En revanche, effectivement,
comment à l'époque il y avait une consommation d'aliments plus sains parce qu'il n'y avait pas accès aux autres, ça n'existait pas. En revanche, il y avait beaucoup plus sûrement de consommation d'alcool. La cigarette, vous reprenez il y a 80-90 ans en arrière. Et d'ailleurs, il y a une excellente série sur ça. Je retrouve plus le nom, je crois que c'est Mad Men. Mettez-le dans les commentaires si vous l'avez en tête. Où c'est une agence de pub dans les années 50-60. Et c'est le tout début où les cigarettes, on découvre que les cigarettes sont mauvaises pour la santé. Parce que aussi surprenant qu'il n'y paraît, dans les années 40-50, on n'avait pas du tout ces notions-là. Alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît être une évidence. Et on voit comment les agences de pub ont contourné ça pour faire dire aux gens que bah non, la cigarette, c'était normal, il n'y avait aucun problème, aucun danger. Donc cette série est géniale, surtout les premiers épisodes qui se concentrent autour de ça. Il me semble que c'est Marlboro. Voilà, mettez-le dans les commentaires et vous verrez à quel point ça évolue. Et donc c'est compliqué de dire ça. Voilà, il y a des pratiques, des choses aujourd'hui qui nous semblent totalement malsaines, qui à l'époque ne l'étaient pas. Donc on y gagne sur certains points, mais on y gagnait pardon sur certains points avant, mais on y perdait sur d'autres. Donc faut relativiser tout ça. Ils veulent que nous oublions notre attirance naturelle pour les aliments les plus convoités par toutes les populations humaines à travers l'histoire, comme les produits d'origine animale, et que nous commencions à prioriser désormais les aliments les moins désirés historiquement, qui constituent principalement une alimentation végétalienne. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, le vrai expert sur ce sujet-là, c'est Anthony Berthoud. Allez regarder ses vidéos. D'ailleurs, il y a une interview sur Biomécanique Podcast qui est géniale, où il explique que l'alimentation pour une population, saine pour un certain type de population, donc exemple les Africains, ne sera pas forcément bonne pour, par exemple, ceux d'Amérique du Sud. Voilà, en fonction des peuples, des populations, géographiquement parlant, eh bien, on sera plus ou moins à même. Par exemple, la conversion en ALA, donc vous savez, c'est les oméga 3 végétales en oméga 3 animal, EPA, DHA, ne sera pas la même d'une population à une autre. Ce qui fait que la consommation d'oméga 3 d'origine végétale n'aura pas le même impact sur la santé d'une population à une autre justement. Idem pour les consommations de végétaux, de viande, etc. De lait, les produits laitiers, les peuples nordiques par exemple sont beaucoup plus à même de digérer, de tolérer le lait que les populations d'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est vraiment en fonction de nos habitudes ancestrales justement d'alimentation. Donc ça, c'est des sujets passionnants qui ici sont beaucoup trop généralisés parce que bien souvent, eh bien, c'est difficile d'être expert dans tout et donc on va très vite faire des affirmations, des conclusions comme j'ai pu faire moi par le passé, alors qu'en vérité, il faut vraiment être nuancé, c'est essentiel parce que c'est quand on pense détenir la vérité absolue souvent qu'on a tort. Voilà pour cette vidéo. Donc, dans l'ensemble, je trouve ça bien, je trouve ça positif. Vous savez, j'ai pris l'habitude de mettre une petite note, donc je mettrai 7 sur 10. Pourquoi j'enlève 3 points? Parce que pour moi, ça manque de nuances et certains conseils ne sont pas aussi sains et aussi bons qu'ils puissent paraître. Voilà, je pense avoir expliqué, avoir développé pourquoi. Bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin et j'essaye, vous le savez, d'approfondir à chaque fois. Donc, si vous regardez l'ensemble des vidéos précédentes, vous aurez beaucoup plus de notions que j'ai déjà abordées sur les différents sujets, notamment sur les lipides. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne vidéo, bien meilleure que beaucoup qu'on a analysé d'ailleurs jusqu'à présent. Donc, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. À plus, bye bye. Bon, je vous laisse parce que c'est la rentrée. Espérons que cette année, je sois dans une bonne classe et pas à Serpentard avec Morgan. Allez, on se dit à dimanche prochain. Téléportum!